Ah, j'adore être en contrôle de ma vie. J'aime pouvoir dire oui ou non comme je le sens, pouvoir peser le pour et le contre par moi-même, et prendre des décisions logiques, objectives et sensées. D'ailleurs, j'ai décidé aujourd'hui de faire cette vidéo avec Mix, et je sais pas encore si c'est la décision la plus sensée que j'ai faite de ma vie. Mais le temps nous le dira. Ouais, bah va bien te faire enculer. Wow, on se détend. Ouais, t'as raison. Viens te battre, Manu. Viens te battre si t'es un homme. Non, essaye pas de me retenir. Non mais ça va, c'est quand tu veux mon vieux, je vais pas me laisser emmerder par un gamin qui a encore besoin d'un mot de ses parents pour pas aller en gym. Ouais, mais... Et voilà, 20 secondes de vidéo, c'est parti en couille. En tout cas, j'aime bien ma liberté de choix. Et ça tombe bien, on a chacun un petit cerveau entre les deux oreilles qui nous permettent de prendre des décisions réfléchies, c'est pas vrai? Et bien justement, pas vraiment. Même si le cerveau humain doit bien être la chose la plus complexe connue de l'homme, et croyez-moi, c'est mon cerveau qui me l'a dit, eh bien, il a quand même ses limitations. Notre cerveau nous pousse plus souvent qu'on ne le pense à prendre des décisions irrationnelles. C'est quand Amos Tversky et Daniel Kahneman ont décidé de comprendre comment chacun de nous prenons nos décisions, qu'ils ont découvert qu'on était assez loin d'être aussi rationnel qu'on pouvait le penser. Ils ont découvert que notre cerveau utilise des raccourcis pour faciliter nos prises de décision. Ces raccourcis nous permettent de prendre une décision plus rapidement que si on devait étudier et analyser chaque situation complètement. Et c'est une bonne chose en soi. J'ai pas forcément envie de passer 3 quarts d'heure à peser le pour et le contre à chaque fois que je dois acheter une baguette. Par contre, ce qu'on gagne en rapidité, on le perd en précision. Il se trouve que notre cerveau peut prendre des décisions irrationnelles et illogiques de façon constante et prédictible. Ces petits raccourcis ou défauts, Amos Tversky et Daniel Kahneman les ont appelés biais cognitifs. Et ouais mon gars, t'es dans l'erreur plus souvent que tu ne le crois. Alors qu'il y a un nombre énorme de biais cognitifs trouvés à travers différentes études, on va aujourd'hui s'intéresser un peu plus à ceux que les marketeurs sans scrupules utilisent pour vous vendre des trucs. Donc arrêtez de réfléchir parce qu'aujourd'hui on va regarder le top 5 des biais cognitifs qui vous trompent quotidiennement. Bah parle pour toi après. Enfin, pas vous bien sûr, hein, les autres. Le top 5 des biais cognitifs qui trompent les autres quotidiennement. Vous êtes bien au-dessus de ça là. Numéro 5, l'ancrage. Vous avez tous entendu la phrase « Vous n'aurez jamais une deuxième chance de faire une bonne première impression ». Non seulement c'est vrai, mais c'est bien plus important que vous ne pouvez l'imaginer. Des études que vous pourrez trouver dans la description de cette vidéo prouvent que les premières impressions se forment extrêmement vite et sont extrêmement difficiles à changer. Donc dans votre vie professionnelle, que ce soit pour un entretien ou pour toutes sortes de situations importantes pour vous, prenez le temps de faire une bonne première impression. D'un point de vue marketing, il existe quelques applications de ce principe extrêmement puissant. Pour vous citer un exemple, durant la présentation du premier iPad, Steve Jobs, qu'on connaît tous comme un homme qui sait vendre ce qu'il crée, annonce le prix de l'iPad. Et il va utiliser ce principe de manière très intelligente. Il dit que pendant le développement du iPad, son équipe avait évalué son prix final pour le commerce à moins de 1000 $, ce qui veut dire 999 $. Le prix de 999 $ s'afficha alors en énorme sur l'écran géant derrière lui. Il laissa ce chiffre sur l'écran pendant plus d'une minute en expliquant qu'ils se sont non seulement focalisés sur l'ergonomie de ce produit, mais aussi sur son coût, parce qu'il voulait qu'un maximum de personnes puissent le procurer. Après 7 minutes, alors qu'il annonce le vrai prix, 499 $ tombent sur le 999 $ affiché en l'éclatant complètement en morceaux. Steve Jobs s'est donc servi du principe de l'ancrage pour donner l'idée que 499 $ était en fait un prix extrêmement bas par rapport à la valeur réelle du iPad. Après cette présentation, c'est comme si le iPad était finalement moitié prix par rapport à sa valeur. Good job, Steve Jobs. Et non mais il y a vraiment un moment, va falloir que tu fermes ta gueule. Donc pour en revenir à cette histoire d'iPad, c'est un principe utilisé quasiment constamment en négociation. On commence à un prix plus haut que celui qu'on voudrait à la fin pour finalement s'accorder sur le prix qu'on avait en tête. Et tout le monde se sent gagnant. Bah les gens sont cons, qu'est-ce que tu veux? Eh Mix, je te fais cette pomme à 30 €, ça te tente? Ça me semble raisonnable, attends. Tiens, non mais tu m'as pris pour un con ou quoi? Bon allez, ok, je te le fais à 10, mais c'est mon dernier prix. Allez tiens. Un plaisir de faire des affaires avec toi. On passe à 10, je suis vraiment trop fort. Numéro 4, le biais du prix. Ça peut paraître bizarre, mais à qualité égale, le prix qu'on paye pour une chose va impacter directement notre appréciation de cette même chose. Dans une étude par le Dr Plasman, 11 participants devaient goûter 5 vins identifiés par leur prix. Une bouteille à 5 $, une bouteille à 10, une à 35, une à 45 et finalement une à 90 $. Ce que les chercheurs n'ont pas dit au sujet, c'est qu'ils n'allaient en fait goûter que 3 vins différents. 2 paires de bouteilles étaient en fait les mêmes vins. Donc la bouteille à 5 $ qui était son vrai prix et la bouteille à 45 qui avait une fausse étiquette étaient en fait la même. De la même façon, la bouteille à 90 $ qui était son vrai prix et la bouteille à 10 étaient aussi les mêmes vins. Après avoir goûté un verre des 5 bouteilles différentes, ils devaient simplement classer les vins par ordre de préférence.
Les résultats sont assez intéressants, les 11 participants ont dit que les 5 vins étaient différents et que les bouteilles les plus chères avaient un meilleur goût, ce qui suggère que le simple prix de quelque chose peut largement influencer combien on va aimer cette chose. Et je veux dire, si ça se trouve, les participants ont juste dit avoir aimé les vins les plus chers pour pas passer pour des cons. Si ça se trouve, ils n'ont pas vraiment aimé un vin plus que l'autre, mais voulaient juste passer pour des péteux raffinés devant les chercheurs. Eh ben il se trouve que non. Pour tester cette hypothèse, les chercheurs ont recommencé la même expérience, mais cette fois en regardant leur activité cérébrale. Et il se trouve que quand les participants goûtaient les vins étiquetés les plus chers, la région du cerveau responsable du plaisir était plus activée que quand ils goûtaient le même vin étiqueté moins cher. Les participants aimaient donc réellement plus le même vin s'il coûtait plus cher. Notre cerveau nous trompe donc en pensant que le prix de quelque chose est proportionnel à sa qualité, ce qui en soi est parfois vrai, mais c'est loin d'être toujours le cas. Numéro 3, l'effet leurre. Dans un discours très intéressant sur TED Talk que je vous invite à regarder si vous parlez anglais, Dan Ariely, un professeur de psychologie à Duke University, nous fait part d'une expérience. Donc imaginez que je vous donne le choix entre un week-end à Rome, tout frais payé, billets d'avion, hôtel, nourriture et tout, et un week-end à Paris, pareil, tout frais payé. Chacun de vous peut prendre sa décision selon l'endroit qu'il préfère le plus, mais maintenant imaginez que je vous propose un troisième choix. Un week-end à Rome, tout frais payé, mais sans le café. Si vous voulez du café, il faut juste que vous vous payiez vous-même. Maintenant la chose change, même si personne de censé ne choisirait cette option. Enfin je veux dire, pourquoi vous voudriez prendre Rome sans café si vous pouvez avoir Rome avec café? Ouais, donc il a découvert qu'ajouter cette troisième option influençait largement la décision de choisir Rome avec du café. Cette troisième option rendait Rome avec du café bien plus attirante que Rome sans café, et même que le week-end à Paris par la même occasion. D'un point de vue marketing, on peut retrouver l'effet leurre sur une ancienne page d'abonnement à theeconomist.com. La première option est un abonnement à leur site web pour $59, la deuxième option est un abonnement à la version papier pour $125, et la troisième est un abonnement à leur site plus la version papier pour $125 aussi. Quand il a demandé à 100 de ses élèves de choisir entre ces trois options, 16% ont choisi l'abonnement au site web, personne n'a choisi la deuxième option et 84% ont choisi la troisième option. Donc très bien, mais encore une fois, comment sait-on que l'option inutile influence quoi que ce soit ? Dan Ariely a donc posé la même question à 100 autres élèves, mais cette fois en retirant l'option inutile. Et cette fois les réponses ont changé. Sans l'option inférieure au milieu, 68% des élèves ont choisi l'abonnement au site et seulement 32% ont choisi l'abonnement au site et à la version papier en même temps. Ajouter une troisième option inférieure mais similaire à l'une des autres options influence drastiquement le choix des visiteurs. Numéro 2, l'aversion à la perte. Et si je vous proposais un pari ? On fait un pile ou face, si tu gagnes je te donne 10 €, mais si tu perds tu dois me donner 10 €. Est-ce que tu prendrais le pari ? C'est exactement ce que Derek Muller de Veritasium a demandé à des patients dans la rue. Et les gens ont refusé. Les chances sont pourtant égales, 50-50. Il a alors décidé d'augmenter la somme qu'il donnait au patient s'il gagnait. Si Derek gagnait, le patient devait lui donner 10 $. Mais si le patient gagnait, Derek lui donna 15 $, allant même jusqu'à proposer 20 $ contre 10. Et les patients ne voulaient toujours pas prendre le risque. C'est exactement ce qu'a trouvé Dan Ariely mentionné avant dans cette vidéo. Des études montrent que selon les conditions, les gains potentiels doivent être entre 1,5 fois et 2,5 fois supérieurs aux pertes potentielles pour nous pousser à prendre un risque. En d'autres mots, si je perds 10 € dans la rue, je serais 2,5 fois plus mécontent que content si je trouvais 10 €. Perdre quelque chose a donc un pouvoir 2,5 fois plus puissant sur nous que gagner quelque chose. Et on est prêt à prendre 2,5 fois plus de risques pour éviter de perdre quelque chose qu'on le ferait pour gagner la même chose. Numéro 1, le biais de cadrage. Tversky et Kahneman ont divisé 300 étudiants en deux groupes. La situation était la même pour les deux groupes. Imaginez qu'une maladie inconnue venant d'Asie venait de faire son apparition dans votre pays et qu'il est prévu que 600 personnes allaient mourir. Heureusement, 2 programmes ont été mis en place pour sauver un maximum de personnes. Donc voilà les 2 programmes proposés au premier groupe d'élèves. Avec le programme A, on est certain de sauver 200 personnes. Avec le programme B, on a 1/3 de chance de sauver tout le monde, mais 2/3 de chance que tout le monde meure. Qu'est-ce que vous choisirez ? Si vous avez choisi le programme A, vous avez choisi la même chose que 72% des élèves testés par Tversky et Kahneman. Pour le deuxième groupe, voilà les 2 choix proposés. Avec le programme C, il est certain que 200 personnes vont mourir. Et avec le programme D, il y a 1/3 de chance pour que personne ne meure, mais 2/3 de chance pour que tout le monde y passe. Donc quelle option choisiriez-vous cette fois ? Cette fois, 78% des élèves ont choisi le programme D. Donc on peut voir que ces 4 programmes sont plus ou moins les mêmes. Dans le programme A et C, 200 personnes survivront et 400 mourront. Et dans le programme B et D, on a 1/3 de chance de sauver tout le monde et 2/3 de ne sauver personne. Ce qui, quand on fait les maths, donne la probabilité moyenne de sauver 200 personnes et par conséquent que 400 personnes meurent. En gros, les 4 programmes sont les mêmes, sauf que les programmes A et C sont certains et que les programmes B et D sont incertains.
Vous pouvez voir que chaque groupe d'élèves a eu le choix entre la certitude et l'incertitude, mais le problème était cadré différemment pour les deux groupes d'élèves. Le premier groupe d'élèves ne faisait pas face à l'aversion à la perte. Face au choix, il préférait choisir de sauver 200 personnes plutôt que de risquer de tuer tout le monde. Alors que le deuxième groupe était soumis à l'aversion à la perte. Parce qu'il était difficile d'accepter la perte de 400 vies, il préférait prendre un risque, quitte à tuer tout le monde. Et tout ça n'a été influencé que par la façon de poser le problème. Et cette étude vous montre bien qu'utiliser le biais de cadrage en même temps que l'aversion à la perte est extrêmement puissant. Le cadrage est utilisé en marketing avec énormément de différents principes dont je n'ai pas vraiment eu le temps de parler aujourd'hui. Par exemple, le cadrage aux nombres entiers plutôt qu'au pourcentage. Un marketeur choisira plutôt de dire que 9 clients sur 10 sont satisfaits par leur produit plutôt que 90% des clients sont satisfaits. Cadrage par comparaison. Si 200 € peut paraître cher pour une machine à café, si on compare le prix à celui d'un café en bistrot tous les jours, l'investissement paraît finalement intelligent. Le cadrage au jour plutôt qu'au mois, c'est par exemple si un abonnement à la gym coûte 40 €, les marketeurs choisiront plutôt de dire que ça ne fait qu'en fait 1,30 € par jour. Et donc au final 1,30 € par jour, ça paraît vraiment peu par rapport à toutes les machines qu'on peut utiliser. Bon alors si t'as toujours pas compris, malgré la vidéo, ce que c'est les biais cognitifs, ce qui m'étonnerait pas entre nous, hein, parce que Manu fait un sacré boulot de merde. Comment je pourrais dire ça scientifiquement? Ça, c'est les biais cognitifs, d'accord? Bon, je schématise, hein. Et disons, allez hop, ça, c'est votre cerveau. En fait, ce qui se passe, c'est que 10 € une pomme! Oh putain de ta race! Putain, mais elle est dégueulasse en plus! Alors j'aimerais vraiment remercier Mix d'avoir participé à cette vidéo. Si vous souhaitez continuer à discuter des biais cognitifs, vous pouvez vous rendre sur sa chaîne, on a fait une autre vidéo qui traite de 5 autres biais cognitifs. Vous pouvez cliquer juste ici pour vous y rendre. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous voulez m'aider à produire les vidéos suivantes, n'hésitez pas à me tiper sur Tipeee. J'aimerais vraiment remercier les 6 personnes qui m'ont tipé la semaine dernière, ça m'aide toujours énormément. Donc voilà. Donc je pensais aussi faire quelque chose pour les 100 000 abonnés, étant donné que j'ai pas réussi à le faire avant. Je pensais peut-être un live sur les rêves lucides, comme ça, parce que je peux pas répondre à tous les commentaires qu'il y a sur mes vidéos, ça fait énorme, et puis écoutez, ça prend beaucoup de temps. Donc si vous voulez, peut-être je peux dire, allez, pendant 1 heure, on se met en live ensemble, si ma connexion le permet. Et en gros, vous pouvez me poser les questions, poser vos questions sur les rêves lucides, et puis je répondrai quand je peux répondre. Si je sais pas, je vous le dirai, quoi. La semaine prochaine, on va faire péter le sourire parce qu'on va voir 5 études surprenantes sur le bonheur. Spoiler alerte, l'argent peut faire le bonheur, mais dans certaines conditions seulement. On voit ça la semaine prochaine. En attendant, je vous souhaite un super week-end et je vous dis à samedi prochain. Salut!